404 patient Lumian a exploité le pouvoir de la broche d'essence, déformant la porte et scellant la pièce entière. Les yeux du patient restaient bien fermés, perdus dans un profond sommeil. Ses traits du visage, sa coiffure et la couleur de ses cheveux correspondaient indéniablement à ceux de Je connais quelqu'un. Alors que Lumian observait cette silhouette endormie, qui n'avait aucune conscience de son intrusion, il commença à soupçonner que cela pourrait être un substitut. Comme le suggère la lettre de Madame Magicienne, je sais que quelqu'un était au moins un hypnotiseur de séquence 6 de la voie psychiatre, avec une légère chance d'être un marcheur de rêve de séquence 5. Sur l'un ou l'autre chemin, ces individus étaient des observateurs compétents, peu susceptibles de dormir profondément en présence d'un intrus. L'énigme consistait désormais à discerner le piège associé à une telle substitution. Sous le faible clair de lune filtrant à travers les rideaux, le patient sur le lit ouvrit soudain les yeux. Dans ses yeux couleur de lin, l'image de Lumian se reflétait instantanément. Simultanément, Lumian aperçut une fois de plus le vide sombre, les innombrables étoiles scintillantes et le symbole mystérieux qui avait pris vie, formant une porte invisible. Une voix résonnait dans son cœur et ses oreilles, apparemment émanant des profondeurs du vide et de la source de sa conscience. Passez là. Passez cette porte sans forme, et vous gagnerez une expérience transformatrice dans votre vie et une connaissance illimitée. Tout le monde possède la divinité et peut entendre la voix de l'origine de ce monde. Pour l'entendre clairement, vous devez ouvrir cette porte invisible et entrer. La tête de Lumian palpitait alors qu'il assistait à l'ouverture progressive de la porte sans forme. Chaque mot de la voix s'est transformé en une entité vivante et particulière dans son cœur. Une fois de plus, la voix résonna, son ton teinté de perplexité et de confusion. Il murmura. Où est la fin du monde? À quoi ressemblait l'univers à sa création? Quelle divinité a donné tout cela à l'existence et qui l'a créé? Qu'est-ce qui se trouve au-delà des limites de l'univers? En quoi les autres mondes diffèrent-ils? Qu'est-ce qui distingue la nature humaine de la divinité? La vraie conscience de soi équivaut-elle à la nature humaine ou à la divinité? Où se situe la démarcation entre la folie et la raison? La folie était la destination ultime de chaque être vivant. La tête de Lumian palpitait d'agonie alors qu'il absorbait ces questions, une fusion de contemplation mystique et de recherche de réponses à de profondes questions philosophiques. C'était la première fois depuis longtemps qu'il ressentait la sensation d'une perceuse en acier lui transperçant le crâne, remuant son cerveau délicat. Et de plus, ces questions ont déclenché des altérations bizarres dans sa spiritualité et dans son environnement. La folie a surgi, comme si elle sondait les limites de la raison. L'obscurité enveloppante semblait prendre la nature humaine, visiblement se tordant. Le lit devant lui et le sol sous ses pieds dessinaient peu à peu des motifs bizarres. Même si Lumian ne pouvait pas les voir, son corps fut soudainement consumé par une démangeaison intense, comme s'il avait envie de se débarrasser de sa couche de peau la plus externe. Y a-t-il quelque chose qui dépasse toutes les limites et la pensée conceptuelle? La voix persistait à remettre en question le vide. Lumian s'est retrouvé impuissant à résister ou à arrêter cette transformation. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'être témoin, impuissant, d'une terreur écrasante qui descendait, la tête palpitante. La dendrite colossale apparaissait comme si elle avait surgi d'un royaume divin, et chaque branche, blanc argenté, émettait un crépitement. Alors que l'éclair argenté frappait le patient sur le lit, Lumian fut assailli par un coup de tonnerre assourdissant qui se répercuta dans ses tympans et résonna dans son âme. L'étrange créature qui avait animé ces questions stimulantes a convulsé son corps, atténuant considérablement la douleur lancinante dans sa tête, ne laissant derrière elle qu'une sensation désorientante provoquée par le rugissement assourdissant. Une terrifiante cascade d'éclairs a déferlé sur le patient sur le lit, envoyant des vagues d'agonie et de paralysie parcourir la peau de Lumian, même s'il se tenait à quelques pas. Au milieu de cette frénésie électrique, un chant sacré résonnait faiblement, comme pour proclamer « Je suis venu, j'ai vu, j'ai enregistré ». La protection s'assombrit, comme si elle avait été plongée dans un royaume mystérieux, isolé du monde extérieur par une force insurmontable. Lumian expira et reporta son regard sur le lit. Là, il a vu la forme entière du patient transformée en une substance noire semblable à du charbon, dégageant une étrange odeur de brûlé. Le corps, toujours vêtu d'une blouse d'hôpital, de drap et d'une couverture en lambeaux, a commencé à se dissiper, se transformant en une silhouette sombre. À la surface de cette silhouette sombre, des fissures se sont matérialisées, chacune ornée de symboles et de motifs mystiques. Ces formations ressemblaient à des yeux ou à une myriade de bouches qui s'ouvraient et se fermaient sans cesse. Avant que Lumian ne puisse pleinement comprendre cette transformation, sa vision fut inondée de lumière solaire pure, rayonnante et dorée. Une fois de plus, la voix éthérée et sainte résonna dans ses oreilles. Lorsque sa vision est revenue à la normale, seule une légère marque noire est restée sur la surface brûlée du lit, se tordant d'une manière étrange, semblable à celle d'un serpent. C'est en effet un piège, réfléchit Lumian, son manque de surprise évident. Il en déduisit également que le patient et l'une des marionnettes de Loki étaient les bénéficiaires du même bienfait du dieu maléfique basé sur le vide étoilé et la porte sans forme formée par des symboles errants. Le substitut de Inou Soméon occupait clairement une séquence supérieure. Loki et moi connaissons quelqu'un avait-il autrefois ciblé une organisation secrète qui vénérait une divinité maléfique? C'est la volonté des célestes dignes du ciel et de la terre? Que cherchait-il à réaliser?
Est-ce que tout cela est lié d'une manière ou d'une autre à la décision de Hinao Someon de rester à Trèves? Ce substitut n'est-il qu'une plaisanterie moqueuse destinée à ceux qui les poursuivent? Je sais que vous êtes à ma recherche et je suis conscient des indices que vous pourriez découvrir. Pourtant, je vous accorde intentionnellement une lueur d'espoir. Les pensées traversèrent l'esprit de Lumian comme un éclair alors qu'il tentait d'analyser la situation actuelle du point de vue de je connais quelqu'un et d'extraire des indices sur l'endroit où se trouvait le fugitif. Étant donné le niveau de danger posé par le patient, Lumian en a déduit que je connais quelqu'un et Loki aurait eu du mal à le capturer vivant et à le recruter dans leur équipe. Avec Loki possédant une marionnette avec un chemin similaire, il semblait clair que le patient n'avait pas activement et consciemment coopéré avec eux. Tirant parti de ses compétences professionnelles en tant que psychiatre, Hinao Someon avait probablement habilement guidé le patient, favorisant un sentiment de confiance et de camaraderie. Finalement, il a atteint un point où il a pu convaincre le patient, lui permettant d'effectuer un rituel et de demander un changement d'apparence. Jetant un coup d'œil à la fenêtre au barreau de fer, Lumian remarqua que l'obscurité profonde s'était retirée. Le clair de lune cramoisie filtrait à travers le verre relativement fin et baignait la salle de sa lueur. À l'inverse, l'obscurité qui était autrefois typique à la périphérie de Delta Asylum s'était intensifiée. Le vide semblait déformé, comme enfermé dans une barrière sphérique. Madame la magicienne n'avait utilisé aucune capacité supplémentaire après s'être occupée du dangereux patient. Elle avait simplement dissimulé l'ensemble de l'asile et la pelouse qui l'entourait. Il semblait qu'elle laissait entendre que Lumian devait gérer cette situation de manière indépendante. Elle a seulement aidé en empêchant toute perturbation en alertant les biondés officiels de Trèves. Lumian poussa un soupir de soulagement. Partant de sa recherche de Loki, il a rapidement filtré les questions liées au poisson d'avril. Lentement, une conjecture s'est formée, tissant ensemble les pièces du puzzle dans un récit cohérent. Je sais que quelqu'un avait déjà été connecté à Delta Asylum, que ce soit en tant que médecin, infirmière ou patient. Un jour, il était tombé sur un patient particulier qui posait sans cesse de profondes questions philosophiques. Guidé par le digne céleste du ciel et de la terre pour les bénédictions, je sais que quelqu'un avait initié des interactions avec le patient. Au cours de ce processus, il avait probablement senti la présence d'un dieu maléfique qui se cachait autour du patient. Par conséquent, avec l'aide de Loki, ils avaient chassé ces personnages problématiques et pris le contrôle de l'étrange patient. Loki avait même réussi à se procurer une marionnette. Lors de la résurrection de Loki, je connais quelqu'un, qui avait été alerté, avait exploité la confiance du patient en lui pour effectuer une magie rituelle et implorer le digne céleste du ciel et de la terre pour des bénédictions, ce qui l'avait transformé en un substitut et un piège ambulant. Quant à Hinao Someon lui-même, il doit avoir réussi à modifier son apparence. On ignore désormais où il se trouve. Au milieu de la frustration de Lumian, il pensa soudain à quelque chose. Jenna avait effectivement rencontré le substitut de Je connais quelqu'un, grâce à la chance. Cependant, rencontrer un substitut, conçu comme un piège, n'était guère une chance. Ce n'était pas de chance. À moins qu'il ne puisse d'une manière ou d'une autre utiliser le substitut pour remonter à Je connais quelqu'un ou si Jenna avait rencontré à la fois le substitut et le vrai Je connais quelqu'un mais n'avait pas réussi à le reconnaître ou à le voir directement. Les deux scénarios indiquaient une forte probabilité que l'insaisissable Je connais quelqu'un se cache toujours dans l'asile. Même si le piège finissait par échouer, les poursuivants concluraient probablement que Je connais quelqu'un avait depuis longtemps déménagé dans une nouvelle cachette. Sous une lampe à huile se trouve l'endroit le plus sombre et le plus facilement négligé. Avec cette révélation, Lumian a agi rapidement. Il se retourna, ouvrit la lourde porte et courut dans le couloir de l'asile. Dans un fracas retentissant, il a franchi une fenêtre au coin de la cage d'escalier, atterrissant sur la pelouse entourée du bâtiment principal et de ses structures attenantes. Simultanément, il a utilisé le visage Nise pour se transformer en patient qu'il avait rencontré plus tôt. D'une voix autoritaire, Lumian hurlait ses questions au cosmos depuis la pelouse. Où est la fin du monde? À quoi ressemblait l'univers à sa création? Quelle divinité a donné naissance à tout cela, et qui l'a créé? Sa voix résonnait dans tout l'asile, atteignant chaque pièce. Quelques secondes plus tard, la voix de Franca résonnait dans celle de Lumian. Oreille, il y a une anomalie dans la salle de garde du médecin et dans le poste de travail de l'infirmière au premier étage, ainsi que dans la première salle du troisième étage, près de l'aile ouest. En entendant le rapport de son compagnon, Lumian ne put s'empêcher de rire. Il pressa ses mains contre le vide devant lui, allumant instantanément des flammes cramoisies. Les flammes se sont propagées rapidement, illuminant les toiles d'araignée invisibles qui enveloppaient tout le bâtiment. Ces couches complexes de toiles d'araignée s'étendaient dans chaque pièce, surveillant avec diligence les mouvements de tous ses habitants. Cette configuration complexe avait consommé près de la moitié de la spiritualité de Franca et nécessité beaucoup de temps pour se préparer et entretenir. Les flammes pourpres se sont transformées en 3 serpents flamboyants, chacun de taille colossale, qui ont glissé à travers les toiles d'araignée vers la salle de garde du médecin et le poste de travail de l'infirmière au premier étage, ainsi que vers la salle du troisième étage.